Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 14, première étape dans les Pyrénées et c'est une étape très intéressante, c'est comme la première étape dans les Alpes. C'est deux étapes qui sont, on va dire, alors je dirais pas similaires mais qui ont une idée commune, mettre en bouche avant les grosses étapes qu'on aura dans les Pyrénées. Et cette année les Pyrénées, il faudra les suivre parce qu'on aura vraiment des étapes assez différentes les unes des autres et avec des très belles Pyrénées. Je dis, ce sont les plus belles Pyrénées depuis l'arrivée de Christian Prudhomme. Surtout faire attention demain avec la montée de Breccialis. Belle mise en bouche avant les grosses Pyrénées et donc on va parler de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me donner votre pronostic comme tous les jours. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est comme ça je sais si la vidéo a plu, elle n'a pas plu. Voilà. Et puis pour le référencement, voilà, on m'a parlé la dernière fois du référencement. Voilà, si vous voulez qu'il y ait plus d'abonnés sur cette chaîne, plus de vues encore, incroyable, mettez des pouces bleus, tout simplement. Belle mise en bouche, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, les pouces bleus, c'est vraiment si vous avez apprécié la vidéo. Je blague. Belle mise en bouche avant les Pyrénées. C'est une étape pour baroudeurs, c'est une étape pour punchers, surtout pour barouders, punchers. Il faudra être dans l'échappée. Je ne pense pas qu'un leader, surtout les écarts pour le moment qu'on en a pour le général, et la frilosité de certains coureurs qui sont très bien placés au général, je ne pense pas qu'aujourd'hui on ait une grosse bagarre entre leaders. Par contre, c'est une étape qui va être intéressante parce que l'échappée, elle va mettre du temps à partir et en plus, on va avoir des coureurs costauds et vu le parcours, ça va être du beau spectacle, j'ai l'impression. Dénivelé positif de cette étape, 2901 mètres, c'est moins que l'étape du Creusot. La différence, c'est que par rapport à l'étape du Creusot, on a beaucoup moins de kilomètres également. On va regarder tout de suite le profil de cette étape. C'est une étape un petit peu 2 en 1. On a une première partie d'étape sur des très belles routes pour rejoindre les Pyrénées. Et puis ensuite, à partir de l'Avelanais, c'est beaucoup plus technique et beaucoup plus montagneux également sur cette deuxième partie de course. On part de Carcassonne, on passera par la commune de Montréal, ou Montréal, je dirais Montréal, hein, le Montréal. 12 km 500 de course, Belvez, Durazès, ça c'est 2 km 24.5 et puis on arrivera assez vite. Au kilomètre 50 pour la première difficulté du jour, le col du Bac, 3 km 2 à 5,4% de moyenne. Côte de 3e catégorie, c'est vraiment le début ou la première mise en route, on va dire. Les coureurs pourront s'échauffer un petit peu. Col du Bac, contrairement aux autres difficultés, on aura pas mal de pourcentage sur celle-là. C'est assez soft, avec un maximum entre le kilomètre 2 et le kilomètre 2,5 à 7,1. Et puis on aura également un passage entre le kilomètre 1 et le kilomètre 1,5 à 6,4%. Côte de 3e catégorie, voilà, ça je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, sur cette étape, pardon, on aura l'avantage de ne pas monter très haut en altitude. Pour les coureurs qui n'aiment pas ça, ça peut être intéressant. Sprint intermédiaire à l'Avelanais, 7 km 76 et c'est quasiment le pied de la deuxième difficulté du jour et c'est le début de la course qui devient intéressante. Au kilomètre 88.5 pour le sommet, c'est le col de Montségur, 4 km 3 à 8,1% de moyenne, côte de deuxième catégorie. Autant vous dire que ça ne va pas amuser la galerie dans cette dans ce col de Montségur, pardon. Vous voyez, hein, pied à 9,2%, entre le kilomètre 1 et le kilomètre 1.5, 10,5%, encore 9%. Sur le dernier kilomètre et demi, on va dire, on ne va pas descendre en dessous on va rester aux alentours de 9%, on va dire, en moyenne sur ce kilomètre-là. C'est très très difficile, c'est très costaud en pente et pour des punchers, c'est vraiment le type de montée idéal, hein. Ça ressemble à certaines côtes qu'on peut avoir sur les Ardennaises, hein, avec un kilométrage de 3-4 km. Ça va vraiment être très très intéressant. On redescend vers Bélestat et puis ensuite au kilomètre 103, ça sera le pied quasiment du col de la Croix des Morts.
côte de 3e catégorie. 6,8 km à 5,8% de moyenne. On sera au sommet au kilomètre 110, c'est-à-dire à 74 km de l'arrivée. Ça pourra donner des idées pour relancer un petit peu l'échappée. Col de la Croix des Morts, et bien un passage compliqué entre le km 2 et le km 3 à 9,2%. Sinon, c'est vraiment sur les 4 premiers kilomètres que ça sera difficile. Ensuite, ça sera beaucoup moins pentu du côté de du col de la Croix des Morts. J'ai oublié de dire que dans la descente du col de Montségur, c'est un petit peu technique. C'est même très technique au niveau de cette descente. J'ai oublié de le préciser. Je le dis maintenant. On continue avec un passage à Espezel, puis une descente. On arrivera ensuite à la côte de Galinac, côte au kilomètre 126, de 2 km 2 à 7,9% de moyenne, côte de 3e catégorie. Le col de Galinac-Kess peut-être même. Nous sommes sur une côte de 3e catégorie. Hop, je le retrouve. Et ça, cette côte-là va faire mal parce que il y a du pourcentage au pied. Premier 500 mètres, 13,6%. Ensuite 8%, 7,4%. Ça va faire mal. C'est très court, mais très pentu. Et bon, il faudra faire attention parce que à cet passage-là, on sera au kilomètre 126, c'est-à-dire à environ 60 km de l'arrivée. On redescend vers Akchat. Je pense que c'est la même prononciation qu'au Pays Basque, peut-être, ou Aksat. Puis le col du Camp Perrier, 3 km 3, 3,6% de moyenne, c'est 2 km 52,5. Ce n'est pas indiqué au classement de la montagne, mais c'est quand même une montée. Et puis ensuite, la dernière difficulté du jour, le col de Saint-Louis. Sprint bonification au sommet, côte de 2e catégorie, 4,6 km à 6,8%. Les sprints bonification, on devrait les enlever en haut des côtes parce que de toute manière, personne ne les fait. Enfin, ça a servi juste avant de Der Poel lors de l'étape numéro 2. Sinon, ça n'a aucun intérêt, aucune utilité. Du côté du col de Saint-Louis, donc dernière difficulté du jour, sprint bonification. Vous le voyez, c'est entre les 500 premiers mètres et 2 km où ça va être très dur avec 10,2%, 11,6%, 10,4%, puis ça redescend à 6,6% et ensuite ça devient moins pentu et beaucoup plus facile sur la deuxième partie de montée. Ensuite, on redescend vers Quillan après 184 km de course. On passe au final. On aura un gros virage à gauche à 2 km et puis dans les 600 derniers mètres, on aura un pif-paf, un droite-gauche, une chicane, ça dépend comment vous appelez ça. Et on voit la ligne d'arrivée très tardivement, donc il faudra faire attention si on est en sprint en petit comité, si on n'a pas réussi à faire la différence auparavant du côté de l'échappée ou du côté du peloton. On va parler de l'histoire du Tour de France. Du côté de l'histoire du Tour de France, on va revenir au Tour de France 2008 avec l'étape numéro 12. Troisième fois qu'on parle du Tour 2008 et dernière fois, je crois, me souvenir. Du côté du Tour de France 2008, sur cette étape-là, on partait de Lavelanet. Lavelanet dont on passera aujourd'hui sur le parcours. Pardon. Étape importante pour le dopage. On va parler du dopage avec l'exclusion de la Saunier Duval. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Saunier Duval, équipe espagnole, c'était, je crois, le sponsor, fabrique des chaudières. Voilà, des chaudières, des ballons d'eau chaude. Saunier Duval, équipe qui, je crois, est née en 2004 ou 2003, mais sur les premières années, il n'y a que dalle en termes de résultats. On aurait dit un petit peu BNB Hotel. Et puis d'un coup, à partir de 2007, on voit cette équipe arriver, gagner des courses. Et 2008, avec des coureurs qui, souvent italiens, du côté de cette formation, ce qui était assez surprenant du côté de cette équipe. On avait des vieux de la vieille comme Christophe Rinero, comme Simoni à un moment. Et puis il y avait des jeunes coureurs comme Ricardo Rico. Mais il y avait peu de grands coureurs dans cette équipe.
où c'était souvent des grands coureurs, mais en fin de carrière, comme Iban Mayo notamment, qui était plutôt sur la fin, ou des très jeunes coureurs, Juan José Cobo assez beau, Ricardo Rico, ou des coureurs dont personne ne voulait, comme David Millar également. Et puis 2007, on commence à les voir arriver. Voilà, comme je disais, ils commencent à avoir pas mal de victoires. Alors, notamment sur le Tour d'Italie, notamment sur les courses chez eux. On se dit, ok, bon, c'est une équipe qui commence à se structurer. Et puis en 2008, là quand même, il y a des très très bons résultats, quoi. Hein, que ce soit au général des courses, mais aussi sur les grands tours, quoi. Avec notamment Ricardo Rico qui fait deuxième du Tour d'Italie 2008. Voilà, pourtant avec une équipe qui, encore une fois, n'avait pas montré grand-chose. Et puis on va se percevoir en fait assez vite, lors de ce Tour 2008, que il y a des choses bizarres quand même dans cet effectif. Voilà. Et puis il y a une sorte de suspicion de dopage sur ce Tour 2008, parce que 2007, bon, il y avait eu l'affaire Rasmussen. Vous savez, Rasmussen qui avait dit qu'il était parti au Mexique alors qu'en fait il était en Italie. On va voir l'exclusion. Alors, pas l'exclusion de la Soné Duval, pardon, je me suis trompé. L'exclusion de Ricardo Rico. Ricardo Rico va être contrôlé positif. Alors, il faut savoir que Ricardo Rico, ensuite, je crois que c'est l'un des rares coureurs qui est exclu à vie, ou 8 ans ou 10 ans. C'est un peu comme Lance Armstrong. Ricardo Rico, tellement il y a eu de contrôle positif dans sa carrière. Et puis, Rico donc, se retrouve à la gendarmerie. C'est même très intéressant de regarder le film du Tour. Il y a une émission, l'avant-tour, avec Gérard Rolls et notamment Laurent Fignon, où on a toutes les infos sur cette étape. Et c'est, enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez surprenant, quoi. Avec toujours cette fameuse phrase de Gérard Rolls de l'époque: si on a des gens qui sont contrôlés positifs, c'est-à-dire que ça marche. Voilà, c'est la fameuse phrase de Gérard Rolls. J'ai rien. Alors autant j'ai des choses contre Christian Prudhomme, commentateur de cyclisme, autant je pense qu'on est beaucoup à avoir commencé à regarder du cyclisme parce qu'on a adoré entendre Gérard Rolls et Jean-René Godard. Donc Ricardo Rico contrôlé positif. L'étape va être retardée parce que pendant très longtemps on se dit du côté de la Soné Duval, est-ce qu'ils partent pas, et puis en finale la Soné Duval ne va pas partir parce que grosso modo, la Soné Duval, c'était du dopage organisé. 2008, c'est, je dirais, la dernière année où on a des équipes qui organisent encore du dopage. Il y aura la Gerolsteiner. Ça sera après le Tour de France, notamment avec Stefan Schumacher et Bernard Kohl, maillot à poids en 2008, qui en plus, je crois, est déclassé. Et voilà, il y aura une étape assez surprenante. Énorme bras de fer en début de journée entre le peloton et différentes attaques, 51 km/h lors de la première heure de course, et l'échappée qui ne prendra jamais vraiment beaucoup d'avance. Au kilomètre 36, elle part avec Arnaud Gérard de la Française des Jeux et Samuel Dumoulin. À 53 km de l'arrivée, alors que l'écart n'est plus que de 45 à 50 secondes, Juan José Oroz va contre-attaquer le coureur de Euskadi et rejoindre l'échappée. Tous ces coureurs-là, et notamment Juan José Oroz, sera repris à 9 km. Sprint et victoire de Mark Cavendish, bien emmené. Mark Cavendish ce jour-là, parce qu'il n'était pas si facile que ça lors de cette étape, devant Sébastien Chavanel, le frère de Sylvain. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, Sylvain Chavanel a un frère, Sébastien Chavanel, qui a été professionnel pendant une petite dizaine d'années. C'était un sprinter, mais qui n'a pas forcément eu de grands résultats. Il a arrêté sa carrière quand Boigny et Desmar, eux, ont commencé. Je pense qu'il a dû faire qu'une année en commun avec Desmar et Boigny notamment. Il était un peu plus âgé, je crois, que son frère. Et il remporte le sprint, donc il est deuxième devant Gert Stingman. Du côté des régionaux de l'étape, la Velanais, c'est la ville de Fabien Barthez et Quillan, celle de Napoléon III. Je n'ai pas trouvé des cyclistes dans cette région. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des cyclistes dans les Pyrénées, pourtant il doit y en avoir, mais du côté de Pro Cycling Stats et du côté des informations que donnait ASO, ça ne me donnait rien. Du côté de la météo, première partie à la Velanais, vent de dos, 3/4 d'eau même, et ensuite le vent va rester plutôt de dos sur la deuxième partie de course.
vent entre 30 et 35 km/h. Il faudra vraiment faire attention en première partie de course parce qu'il sera parfois de 3 quarts d'eau. Après, tenter un coup de bordure sur un état comme ça, il faut quand même être cousu. Mais si on veut reprendre 5 minutes sur Pogacar, en sachant que l'équipe de Pogacar, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de coureurs qui sont fatigués, c'est peut-être une bonne idée. Du côté du soleil, on sera entre 25 et 28 degrés. Du côté de la stratégie, soit une grosse échappée, 20 coureurs, victoire entre eux avec attaque dans la dernière difficulté, soit bagarre entre leaders avec pourquoi pas des coups de bordure et victoire à l'avant. Soit les leaders se neutralisent et derrière dans l'échappée, c'est un petit groupe qui se joue la victoire au sprint. Du côté des pronostics, moi je mets Julien Lafilippe parce que lors de l'étape d'hier, on l'a vu se faire décrocher dans le final. Ça veut dire qu'il a fait un petit peu de jus. Je mets également Jakob Fuglsang. Pareil, il s'est fait décrocher. On l'a peu vu sur le début de Tour de France. Je pense que c'est un parcours qui peut lui convenir en plus. Rezu Serrada, le coureur de Cofidis, ça reste un très bon coureur dans les échappées, même si c'est pas forcément un gagneur. Mais on n'est pas très loin de l'Espagne, ça va peut-être lui donner des idées. Et puis la grosse cote, fallait que je le mette au moins une fois sur ce Tour de France. Je me suis dit, tu ne peux pas finir le Tour de France sans le mettre une fois. J'ai décidé de mettre Chris Froome. On ne sait jamais. Là, aujourd'hui, il a tenté de prendre une échappée à un moment. Sur un malentendu, ça peut peut-être passer aujourd'hui, Chris Froome. Ce soir, donc, débrief de cette étape. Sinon, la présentation de l'étape numéro 15, ça sera demain matin, 7h30. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!